Bonsoir à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS et Internet. Deux nouveautés importantes dans le dossier de l'amiante. Pour la première fois, un médecin du travail est mis en examen pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Autre première, il s'agit de cette étude menée conjointement par l'Institut de veille sanitaire et l'INSERM. Elle décrit 5 cas de cancer identifiés à la faculté de Jussieu. En fait, des victimes dues à ce qu'on pourrait appeler l'exposition passive. Nous nous préparons donc, comme nous vous l'avons souvent dit, danser dans l'air, à une affaire de santé publique sans précédent. L'émission est ce soir intitulée Amiante, il serait temps. Et voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct. François Mallier, grand reporter au journal Le Point. Vous suivez de très près le dossier de l'amiante et lui avez consacré 2 enquêtes. La dernière, intitulée Amiante, 100 000 morts à venir, est parue au Cherche Midi éditeur. Michel Parigot est lui président du comité anti-amiante de Jussieu. Vous êtes aussi vice-président de l'Association nationale des victimes de l'amiante et administrateur du Fonds d'indemnisation des victimes. Je précise que vous êtes chercheur en mathématiques au CNRS. Sylvie Topalov est-elle avocate au barreau de Paris. Vous êtes une spécialiste des victimes de risques industriels. Au sein de votre cabinet d'avocats, on défend aujourd'hui les intérêts de plus de 7000 victimes de l'amiante. Enfin, Marcel Goldberg est épidémiologiste. Vous avez dirigé et travaillé toujours au sein de l'unité en charge des risques professionnels à l'INSERM. Vous êtes aussi au département santé-travail de l'Institut de veille sanitaire. C'est la première question de cette émission. Je vais vous la poser à vous, Marcel Goldberg. On va revoir dans le détail ce qui nous réunit ce soir, on va dire les nouveautés du dossier. Mais vous avez été le premier, je crois, à évoquer ce chiffre de 100 000 morts possibles. Est-ce que vous nous le confirmez ? Oui, c'est des projections qui ont été faites. Enfin, je n'étais pas personnellement responsable de ça. C'est des travaux qui ont été faits il y a quelques années déjà, dans 2 laboratoires différents avec des méthodes différentes. Oui. Et on a essayé d'estimer, de faire de la prédiction, de prédire un petit peu ce qui allait se produire en termes de nombre de cancers qui allaient survenir dans les décennies qui viennent. Et effectivement, d'ici, dans les 20 à 30 ans qui viennent, on estime qu'il y aura certainement entre 50 et 100 000 décès par cancer liés à l'amiante et des cancers qui sont un peu inévitables parce qu'ils correspondent à des expositions anciennes déjà qui ont déjà eu lieu. Donc on est assez sûr de nous. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y aura pas de bonne surprise en l'occurrence. Dans cette période-là, alors il n'est pas absolument impossible qu'on ait surestimé à l'époque. On a fait ces travaux il y a quelques années, mais peut-être que ce sera un petit peu moins que ce qu'on avait prévu. On est en train de revoir ça, mais ce sera de cet ordre de grandeur de toute manière. Absolument. François Mallier, très sincèrement, voilà, on sera de toute façon entre 50 et 100 000. On continue de se dire qu'on a l'impression, pardonnez-moi pour tous ceux qui sont actifs dans le dossier, vous les représentez ce soir, mais en gros qu'il ne se passe rien, que personne ne s'indigne réellement et qu'on a beaucoup de mal à entendre parler de ça, j'allais dire, en dépit du travail des avocats, des journalistes, des comités et des médecins. Et c'est un peu vrai, mais enfin en même temps c'est une affaire au long cours, parce qu'il y a beaucoup de dossiers, il y a Jussieu, il y a Condé-sur-Noireau, il y a Eternit. Donc il se passe quand même pas mal de choses, mais c'est un dossier difficile d'abord parce que c'est la mortalité. Pour beaucoup, ce sont des personnes qui ont travaillé, qui sont des ouvriers, donc c'est pas forcément quelque chose qui intéresse en priorité les gens. Oui. Mais c'est un dossier qui n'est pas tombé dans l'oubli, parce qu'il faut savoir qu'il y avait déjà eu des alertes sur l'amiante avant, dans les années 70, et puis c'était retombé. Là, depuis 95, force est de reconnaître que les victimes ont gagné devant les tribunaux, qu'il y a une action pénale en cours, qu'il y a des gens mis en examen. Je prends une image. En France, on s'est violemment indigné et on a mis en place des dispositifs contre les morts de la route. Là, on annonce des chiffres qui vont représenter 20 années de morts sur les routes françaises. Oui. Et en gros, voilà, on a l'impression que c'est pas, voilà, que ça crée pas... Oui, mais pas... vous ne pouvez pas les éviter. Sylvie Topalov. Oui, non, là vous oubliez qu'il y a un problème particulier qui est lié à l'amiante, qui est la déliaison temporelle. C'est-à-dire qu'entre la faute qui a été commise et l'exposition, il y a un délai de latence qui est extrêmement important. Il y a la durée qui compte, donc ça c'est le côté bombe à retardement. Voilà, on ne peut pas tout à fait dire que rien n'a été fait. Par exemple, l'amiante est interdit depuis le 1er janvier 1997. Les effets d'une telle mesure, les effets positifs d'une telle mesure, ne se mesureront que dans 20, 30, 40 ans. Donc quand on parle de 100 000 morts à venir, ce sont les 100 000 morts qui ont été exposés il y a 10, 20, 30 ans. C'est-à-dire que nous sommes... Et une difficulté sans doute de ce dossier tient au fait justement que notre procédure pénale n'a pas des instruments tout à fait adaptés à ces problèmes de santé publique. Et un des problèmes importants, effectivement, c'est ce problème du délai de latence entre
l'exposition et la surveillance de la maladie. Sauf que dans un bilan comptable, on appellerait ça les pertes et profits et on parle de vie humaine. Absolument. Absolument. On parle de vie humaine et surtout le plus important, c'est que l'amiante, si on avait suivi les autres pays européens, ou les États-Unis, l'amiante aurait dû être interdit 10 à 15 ans plus tôt en France. Donc ça aurait été une économie de victimes, si je puis me permettre cette expression. Mais la différence avec la sécurité routière, c'est que ces morts sont inévitables. Autant vous pouvez faire une campagne pour la sécurité routière, les gens vont ralentir, autant là, vous pouvez tout faire. Les gens, ils ont été touchés par l'amiante, ils en mourront. C'est tragique à dire, mais c'est comme ça. Donc c'est inéluctable. Je voudrais reprendre juste un petit point que vient de dire François Mali. Effectivement, c'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, depuis 2005 maintenant, le nombre de cas de mésothéliome, c'est-à-dire de cancer vraiment typique de l'amiante, a commencé à diminuer. Et nous, on sait qu'on va augmenter pendant encore au moins 20 ans. Et effectivement, c'est vrai, quand on regarde ce qui s'est passé dans ces deux pays, entre les États-Unis et la France, on voit qu'effectivement, l'amiante a été quasiment banni de facto, même si officiellement il n'a pas été interdit aux États-Unis, beaucoup plus tôt que nous. Et on le voit dans les chiffres, dès maintenant déjà. Ça diminue aux États-Unis, ça va augmenter au moins 20 ans chez nous. Nous allons maintenant évoquer, grâce à un reportage, la première nouveauté que j'évoquais en début d'émission de ce C'est dans l'air. Le cas de ce médecin du travail mis en examen pour non-assistance à personne en danger et homicide involontaire. Jusqu'ici, jamais les médecins des sites incriminés n'avaient été poursuivis. C'est une nouvelle première dans le dossier de l'amiante. Ce médecin travaillait aux usines Ferrodo-Valeo de Condé-sur-Noireau, dans le département du Calvados. Agathe Lanté. Dans cette campagne bucolique du Calvados, pas un mois sans un nouveau décès. Ce paysage de Suisse normande a été rebaptisé la vallée de la mort. 10 ans qu'ils attendaient ça, la mise en examen du médecin de leur ancienne usine. Pendant près de 60 ans, 2700 salariés ont rendu leurs bons et loyaux services aux usines Ferrodo-Valeo. 60 ans passés à respirer de la poussière d'amiante et pour solde de tout compte, la mort prématurée de beaucoup d'entre eux. Là, c'est du fil. Vous voyez, ça c'est du fil. Et c'est de la poussière d'amiante. Il y en a partout. Hein. Vous faites tout le long de la rivière. Mais ça, c'est dangereux. Ah bah oui, c'est ce qu'on a respiré, c'est pour ça qu'on est contaminé. Et cette eau-là, elle est pompée pour la ville de Flers. Et qu'est-ce que vous pensez de la convocation du médecin du travail? Ah ben je suis content, et puis je suis content pour moi personnellement, mais pour toutes les victimes. Comme 1500 autres familles, Maurice Leroux a reçu une indemnité au titre de maladie professionnelle. De génération en génération, ces ouvriers ont tissé ce minerai qui servait à envelopper les moteurs de bateaux ou les plaquettes de frein. Après 26 ans de carrière, son ami souffre lui de plaques pleurales. Ça c'est de l'amiante pure, ça. C'est pas de la poudre de perlimpinpin, c'est pas du coton, c'est de l'amiante pure. Ça n'a pas été dans les années 130, ça c'est dans les années 80. Hein. Moi j'ai fait confiance. À l'époque, je faisais confiance. J'avais pas à mettre en doute la parole de mon patron comme du médecin. Moi j'étais ouvrier, je faisais mon travail consciencieusement. Donc j'étais en droit de recevoir, en contrepartie de mon travail fait consciencieusement, le même travail et la même qualité de travail. Des indemnisations, mais pas de condamnation. Pourtant, il y en a eu des visites médicales très régulièrement même, confirme cet ancien ouvrier. Mais pour lui, leur santé à l'époque était loin d'être une priorité. On respirait de l'amiante. On s'en revenait avec nos affaires, on avait de l'amiante. On ne compte pas, nous, on ne comptait pas. Je vous dis, qu'est-ce qui comptait? C'était la fabrication. Il fallait produire, produire. Mais Ferrodo-Valeo pourrait bien avoir produit un scandale de santé publique. Le docteur Raffaelli, ici à gauche, médecin pendant 25 ans de l'ensemble des établissements, a finalement été mis en examen la semaine dernière pour non-assistance à personne en danger. Lui, qui siégeait aussi au sein d'un comité scientifique parfaitement informé des dangers. On a à la fois un salarié, un médecin du travail qui, au lieu d'être au service des salariés, était d'abord au service, de l'employeur, en l'occurrence Ferrodo-Valeo, mais aussi au service des industriels de l'amiante, puisqu'il était membre du comité permanent amiante, qui était une structure très claire de lobbying mise en place par les industriels pour retarder la mise en œuvre d'actions de prévention, d'une réglementation plus efficace pour protéger la santé des gens. La mise en examen d'un médecin dans une affaire d'amiante est une première en France. La juge d'instruction, qui s'est illustrée dans le dossier du sang contaminé, semble bien décidée à soulever cette fois le problème de l'intégrité de la médecine du travail. Une question
qui se pose dans bien d'autres affaires d'amiante en France. C'est important, cette mise en examen ? Oui, je crois que c'est important parce que ça montre l'ampleur des responsabilités dans cette affaire. Et le fait que ce soit un médecin du travail, c'est quand même très important. Alors évidemment, c'est une situation un peu caricaturale puisqu'il était effectivement chargé d'assurer la santé des salariés. Et en fait, ce qu'il faisait était exactement le contraire. C'était quelqu'un qui militait pour que l'amiante ne soit pas interdit en France et pour qu'on prenne le moins de réglementation possible. Donc il allait à l'encontre véritablement de son rôle de médecin du travail. Mais derrière, je pense qu'il y a toute la question de la médecine du travail. Il y a un véritable dysfonctionnement à ce niveau-là. Tout le monde n'a pas fait exactement la même chose que Raffaelli, mais néanmoins, il y a un dysfonctionnement. Je crois que la médecine du travail n'a absolument pas joué son rôle et l'amiante le montre de façon importante. Sylvie Topalov, est-ce que pour vous qui défendez les victimes de l'amiante, ça change quelque chose? Enfin voilà, on vient de tourner une page qui a un caractère particulier avec cette mise en examen. Absolument, je crois que c'est très important parce que il faut rappeler que la conscience du danger de l'amiante remonte à très longtemps maintenant. Au début du siècle, un inspecteur du travail Auribeau en 1905 avait déjà décrit pendant 5 années, à Condé-sur-Noireau justement, là où ce médecin du travail exerçait ses fonctions, avait travaillé sur 50 morts pendant 5 ans. Et cette étude, elle remonte à 1903. La fameuse étude de 1903, enfin, ça se passe là. Ça se passe là-bas. Absolument, oui. Ça se passe là. Alors, c'est avant que cet établissement soit dirigé par Ferraudot, puisque les constatations sont faites entre 1890 et 1895. Et ce rapport est de 1903, et ça se passe dans la vallée de la Vert à Condé-sur-Noireau, qui sera en 1927 racheté par Valéo Ferraudot. Donc, ces dangers sont connus depuis très longtemps. Alors, on peut toujours discuter, la question est de savoir comment ces informations ont été diffusées, est-ce qu'elles ont été suffisamment diffusées. Certainement, les industriels de l'amiante ont fait pression pour minimiser le danger de l'amiante, mais il y a une date qui est incontournable, c'est qu'à partir de 1950, l'amiante est inscrit au tableau des maladies professionnelles. C'est-à-dire que le législateur indique il existe un matériau qui s'appelle l'amiante et qui provoque une fibrose du poumon qui s'appelle l'asbestose. Et cette asbestose entraîne une fibrose du poumon et donc une mort par étouffement. C'est dans les textes depuis 1950. Attendez, excusez-moi, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du cas du médecin du travail dont nous parlons tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un médecin du travail si ce n'est connaître les tableaux des maladies professionnelles? Donc, il est incontestable que cette catastrophe sanitaire, c'est aussi quand même l'échec le plus retentissant de la médecine du travail. Et je crois qu'il y a un certain nombre de médecins du travail qui, sans être allés, bien évidemment, jusqu'aux excès, disons, de M. Raffaelli, n'ont pas su, n'ont pas pu tirer la sonnette d'alarme. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé pour que, depuis 1950, aucun médecin du travail ne nous ait alertés? François Valli. Alors oui, il faut savoir que Raffaelli, c'est vrai que c'est un cas emblématique. Moi, ce que je trouve important, c'est que c'est le premier médecin. Oui. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories de personnes qui avaient connaissance de ce drame. La première catégorie, ce sont les employeurs eux-mêmes, puisqu'ils voyaient leurs ouvriers mourir. Et la deuxième catégorie, ce sont les médecins. Les médecins qui, d'ailleurs, depuis les années 60, apprennent les ravages de l'amiante quand ils font leurs études de médecine. Bon. Donc, effectivement, par rapport à tout cela, les médecins, tous généralistes. Mais un médecin du travail, c'est très, très symbolique. Alors, il faut dire que Raffaelli, en plus, a exercé du premier au dernier jour, c'est-à-dire de 1982 à 1996, il était membre du lobby de l'amiante et il était employé comme démineur. Démineur, ça veut dire que chaque fois qu'il y avait une alerte sporadique dans une école, on envoyait le docteur Raffaelli et c'était lui qui disait à tout le monde que c'était absolument pas dangereux, que lui-même étant médecin du travail, tout ça, ça pouvait s'arranger. Donc il avait un rôle, d'ailleurs, c'est pas de la philanthropie, je pense, hein, il y avait quand même des intérêts de base, hein, on parle en ce moment de l'UIMM et tout ça, il y a des choses qui se fluidifient, comme les connaissances scientifiques, par exemple. Hein. Donc Raffaelli, il avait visiblement intérêt à dire que l'amiante était quelque chose de tout à fait banal. Il a d'ailleurs fait des études terrifiantes où il dit des choses, il ne faut absolument pas dépister le cancer du poumon ou les pathologies de l'amiante chez les ouvriers, parce que ça pourrait être anxiogène. C'est lui qui dit ça dans des réunions, donc on ne dépiste pas. Alors évidemment, il n'y a pas de mort, a fortiori. Donc, au-delà de ça, il n'y a pas que lui. Il y en a eu d'autres, des médecins du travail, dans plein d'autres villes de France, dans plein d'autres usines. Et les médecins vont...
là, on passe un cap. C'est-à-dire que... il y a combien de médecins du travail en ce moment qui, à partir d'aujourd'hui, vont dormir moins tranquillement, ou en tout cas se demander beaucoup dans toute la région de Normandie, en tout cas. Notamment au CHU de Caen, au centre hospitalier où on soignait toutes ces pathologies. Moi, j'y suis allé il n'y a pas longtemps. Les gens ne sont pas très tranquilles. Les médecins ne sont pas très tranquilles parce que ça fait 30 ans qu'ils voient des victimes et que voilà, ils n'ont pas dit grand-chose. Marcel Goldberg. Moi, je voudrais quand même préciser quand même là, parce que quand même ce qui est en train de se dire, c'est que ce qui vient d'être dit, c'est comme si les médecins avaient le pouvoir de changer quelque chose. C'est pas vrai. Il faut savoir que c'est la médecine du travail en elle-même, telle qu'elle est faite, telle qu'elle est conçue en France, qui de toute manière ne donne aucune prérogative décisionnelle au médecin du travail. La seule possibilité qu'il a, c'est de décréter une personne inapte à son travail. C'est l'employeur qui décide. Le médecin est le salarié de l'employeur directement ou indirectement, et le médecin du travail n'est qu'un conseiller. Et moi je connais, quand je dis beaucoup de gens, on connaît beaucoup de médecins du travail qui ont essayé de tirer les sonnettes. Pardonnez-moi, si on est dans une entreprise qui laisse mourir 1000 personnes... Je ne parle pas du cas du docteur Raffaelli, que je ne connais pas particulièrement. Je voudrais simplement qu'on ne pense pas que tous les médecins du travail en France, systématiquement, ont cherché à nuire. Simplement, même quand ils ont essayé, on en connaît tous, quand ils ont essayé, quand ils étaient conscients et qu'ils se sont bagarrés contre ça, de toute manière, le système de la médecine du travail en France est fait de telle sorte que le médecin du travail, de toute manière, n'a aucune possibilité d'agir sur le milieu de travail. Au minimum, ils ont un devoir d'information. Oui. Bien sûr, au minimum, ils ont un devoir d'information, mais beaucoup l'ont fait. Bien sûr, certains l'ont fait. On n'est pas en train de généraliser et dire tout le monde a... Voilà, c'est ça quand même. Bien sûr. On vient d'avoir le premier cas de mise en examen, ce qui n'est pour l'instant, on va dire, qu'une mise en examen, même si elle ressort après un certain nombre d'informations que vous venez de donner qui sont quand même importantes. Mais enfin, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui va changer la dimension du dossier. Et je pense qu'il y a un problème d'institution médecine du travail, mais il n'y a pas seulement un problème d'institution médecine du travail. Parce que quand on regarde, bien sûr, on dit le médecin du travail, il est dépendant de l'employeur, etc., etc. Mais sauf que la même chose se passe dans la fonction publique, où ça n'est pas tout à fait la même chose, ou même dans la fonction publique hospitalière. On peut parler du CHU de Caen, où on a laissé travailler jusqu'à octobre dernier des gens dans des conditions qui n'étaient absolument pas ni acceptables, ni réglementaires, ni rien du tout. Et la médecine du travail pouvait faire quelque chose dans un hôpital quand même. Donc il y a un problème qui est au-delà de l'institution. Oui, François Mali. Il y a autre chose qu'il faut dire. Ces médecins du travail ils ont quand même un devoir médical. Ils travaillent quand même pour la sécurité sociale, pour un assureur. Moi, j'en ai rencontré des très compétents. Hein, oui, non, mais tout à fait. C'est pas, moi, je sais que quand j'ai commencé mon enquête, c'est pas les médecins du travail qui m'ont fourni des pistes, hein, loin de là. Hein. Bon, ça, je suis témoin de ça au moins. Mais il faut dire une chose à leur décharge, c'est qu'au sommet de la pyramide des médecins du travail, il y avait une dame qui était une ancienne salariée de Saint-Gobain, donc grand fabricant d'amiante de ciment devant l'Éternel. Donc, au sommet de la pyramide, il y avait quelqu'un qui disait, enfin, qui ne forçait pas sur les enquêtes liées à l'amiante. Donc, à la limite, les médecins du travail, sur le terrain, ils pouvaient se dire aussi, on n'est pas très suivis par notre hiérarchie, voire même ça peut nous coûter cher. La hiérarchie d'un médecin du travail, c'est l'employeur. Il ne faut pas l'oublier. C'est aussi le ministère du Travail. Allez-y. Une statut qui est effectivement importante. Quand même très Il faut rappeler que le médecin du travail, et pour de fort bonnes raisons, que l'on peut aisément comprendre, est le salarié de l'employeur. Donc, il y a ce statut qui le rend d'une façon ou d'une autre. Alors, il garde bien évidemment son indépendance, mais il y a l'ambiguïté de ce statut au départ. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que vous avez raison, le médecin du travail n'a pas de pouvoir décisionnel. Mais enfin, on peut quand même constater une chose, c'est l'immense sous-estimation des déclarations de maladies professionnelles pendant toutes ces années. Or, une des possibilités du médecin du travail, c'est de permettre, quand il constate qu'il fait le diagnostic de mésothélium, d'expliquer à la personne qu'il a en face de lui qu'il a des droits, qu'il faut faire une déclaration de maladie professionnelle. Et on sait, et on a pu constater dans tous les documents qu'on a examinés sur les 30 dernières années, que la sous-estimation des déclarations de maladies professionnelles liées à l'inhalation de poussière d'amiante a été immense. Et la plupart du temps, ces déclarations, elles étaient faites par les médecins en ville et pas par le médecin du travail. J'ai juste une question à vous poser, je pense que c'est très difficile d'y répondre. Est-ce qu'on a fait des évaluations en pourcentage du nombre de personnes qui pouvaient être malades ou avoir été contaminées par l'amiante, au sens le plus dangereux et grave du terme, dans les entreprises? Est-ce qu'il y a un
jour, on pourra dire, bah voilà, en tout cas, à Condé, c'est allé jusqu'à tant de pourcents du personnel. C'est fait, et ça donne quoi? Ça a été fait. On estime qu'il y a environ en France si on ne prend que l'amiante, parce qu'il y a d'autres cancérogènes en milieu de travail, bien sûr, mais si on ne prend que l'amiante, qui est le plus important, de très loin quand même, on estime qu'environ, d'abord la quasi-totalité des mésotéliomes dont on parle sont d'origine, sont liés à des... Et c'est pas forcément dans des usines de ce type-là, c'est des charpentiers, des... Là, vous allez nous dire mésothélium égale amiante. Ah oui, oui, un mésothélium, c'est de l'amiante. Il n'y a pas, sans amiante... On estime qu'il y a moins d'un cas par million d'habitants et par an de mésothéliome dans une population où il n'y aurait pas d'amiante. C'est-à-dire qu'en France, on devrait en observer 30 à 40, peut-être. On en est à 800 et ça augmente. Donc c'est de l'amiante, ça c'est... Et puis, ça c'est beaucoup plus difficile à voir, mais il y a les cancers du poumon qui sont plus nombreux. On estime que le pourcentage de cancers du poumon masculin pour les hommes, parce que c'est surtout des hommes quand même qui globalement ont été exposés à l'amiante, c'est 10-15% de tous les cancers du poumon masculin sont dus à l'amiante. C'est des milliers de cas. Sylvie Topalov, Marcel Goldberg nous a dit, en gros, le patron du médecin dans une entreprise, au bout du compte, ça reste quand même le patron, le chef d'entreprise. Mais je voudrais quand même vous poser une question. Est-ce qu'il y avait, d'une façon ou d'une autre, un vrai chantage à l'emploi sur tous ces sites? C'est-à-dire que quand des leaders syndicaux, quand des ouvriers, quand des gars disaient à un moment ou à un autre, on commence à se poser des questions, est-ce que l'aspect, ah bah oui, mais alors si c'est comme ça, on ferme, c'était posé et rapidement posé? C'est certain. L'usine Ferrodo-Valeo est l'entreprise la plus importante de Basse-Normandie. C'est évident que cet élément a joué. Et qu'on ne peut pas... Personne ne vient ici dire que volontairement les médecins du travail ont laissé les gens empoisonnés, ni que les directeurs d'entreprise... Non, il y avait effectivement des intérêts économiques importants qui étaient en jeu. Le chantage à l'emploi a fonctionné. Ceci dit, j'ai encore en mémoire un ouvrier qui a été lui-même contaminé en travaillant dans une usine Eternit et qui, parce qu'il a ramené ses bleus de travail à la maison et que ses bleus de travail étaient lavés par sa femme a été victime d'un mésothélium, qui me disait le chantage à l'emploi. Mais si dans les années 50, il y avait du travail, si j'avais su que je mettais en péril non seulement ma santé, mais que j'allais tuer ma femme, j'aurais fait autre chose. Donc, le chantage à l'emploi, n'oublions pas que nous n'étions pas dans la situation d'aujourd'hui, mais qu'effectivement, c'est incontestable. Si une usine comme Valeo Ferrodo expliquait que les mesures de protection allaient faire fermer l'usine et que ça allait être la catastrophe et qu'on allait mettre 2400 ouvriers au chômage, puisque c'était ça les effectifs de l'époque, c'était incontestablement un problème. Et je crois qu'un certain nombre d'intervenants ont nécessairement été sensibles à cet argument. Pardonnez-moi, je vous repose la question parce que je sais que vous m'y avez répondu d'une autre façon, mais sur les 2400 employés de l'époque de Valeo, est-ce qu'un jour on pourra dire il y en a 1 sur 2 qui a été touché par la maladie ou voilà, est-ce qu'on aura des... On avance souvent le chiffre de 800 personnes au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près, j'ai vu le chiffre de 3 décès par mois, mais enfin ce sont des chiffres effarants, mais il faut bien comprendre... Là, oui, en effet c'est effarant. Ah c'est effarant, non, mais quand vous prenez des usines qui ont utilisé l'amiante massivement, vous avez une mortalité qui est effrayante, qui est sur des petits effectifs... Vous prenez le nombre de décès, c'est saisissant. C'est bien pour ça que moi, par exemple, quand j'ai commencé, que j'ai vu les chiffres sur des petits effectifs d'usine. Alors attention, parce qu'il y avait des gens, il y a des questions d'âge aussi. Vous avez des gens qui ont travaillé pendant 30 ans, donc ça vient surajouter. Qui sont décédés de la cancer sur 2400, qui sont indemnisés, qui sont atteints de pathologies qui peuvent être des pathologies bénignes, pardon. Il est certain que le ratio dans les usines d'amiante est quand même très très élevé, quoi. Ce ne sont pas des petits ratios de pathologie professionnelle. Non, c'est très important, mais quand même, quand même. Il y a 800 cas de mésothéliome par an, France entière. Oui, non, mais là-bas, il y a 800 personnes indemnisées. Oui, non, mais cher, je ne cherche absolument pas à sous-estimer l'importance du problème de l'amiante. Mais vous avez plutôt contribué au contraire pour l'instant. Oui, non, simplement il faut rester dans les chiffres. Oui, puis elle s'ajoute ces victimes aussi. C'est pas la peine de multiplier à l'infini c'est suffisamment grave comme ça. Bon, effectivement, non, je pense pas qu'on soit capable de dire combien, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'études, et pas seulement en France, même dans d'autres pays, qui aient essayé d'estimer parce que l'amiante donne c'est les cancers évidemment qui sont en première ligne, mais il y a effectivement les asbestoses, les plaques pleurales, etc. Je ne crois pas qu'il y ait aucune étude au monde d'ailleurs qui ait essayé de quantifier la totalité de tous les effets
de l'amiante dans une population d'une usine. Mais néanmoins, c'est beaucoup. Et quand même, excusez-moi un tout petit point, il ne faut pas oublier que, évidemment, on a en tête Ferrodo Valeo et d'autres types d'usines où on travaillait vraiment l'amiante. Mais le gros problème de l'amiante qu'il y a eu et qui reste encore, ça n'est pas dans les usines. C'est les ouvriers, les artisans, les électriciens, les plombiers. Plus de 50% des cancers de l'amiante qui surviennent aujourd'hui surviennent dans des professions qui ne sont pas du tout dans des usines comme ça. Ce sont c'est les gens du bâtiment. Parce qu'ils interviennent dans des bâtiments où il y a des faux plafonds qui sont floqués, des gaines techniques qui sont floquées, ils font un trou et ils inhalent de l'amiante. Et ça, c'est ça le gros problème, c'est pas uniquement dans ces usines. Et ça, on sait l'estimer, on sait à peu près combien de victimes il y a par an en France pour ça. Michel Parigot, vous vouliez intervenir ? Oui, je voulais revenir sur le chantage à l'emploi, parce que c'est vrai qu'il y a eu ce chantage à l'emploi, et on l'a bien remarqué, par exemple, en 1995, quand on a demandé l'interdiction de l'amiante, dans ces usines de transformation de l'amiante, c'était y compris les organisations syndicales qui protestaient et qui ne voulaient pas qu'on interdise l'amiante, justement au titre de l'argument de l'emploi. Donc, bien sûr, ce chantage à l'emploi a marché, mais il ne vaut pas pour les médecins du travail, il ne vaut pas pour ceux qui connaissaient, parce que les ouvriers se sont trouvés dans une situation... L'argument qui a été utilisé systématiquement, ça a toujours été ce décalage dans le temps entre l'exposition à l'amiante et puis la survenue de la maladie. Ça a toujours été utilisé à l'envers en disant « mais enfin, les morts que vous voyez maintenant, c'est les expositions d'il y a 20, 30 ans, 40 ans. C'est plus maintenant. Les conditions dans lesquelles vous travaillez maintenant, il n'y a pas de danger. » Et c'est toujours cet argument qui a été utilisé et qui est toujours utilisé, qui a été dans les dernières années encore utilisé vis-à-vis du bâtiment, vis-à-vis des gens dans les bâtiments. On y reviendra. Et je crois que c'est ça qui est un véritable problème. On sous-estime systématiquement le risque et on vend cet argument aux gens. On a un juge qui vient de demander une mise en examen pour un médecin. À la lumière de tout ce que vous nous expliquez, de ce que l'on sait depuis 1905, 1950, les mesures qui ont été prises, premier décret fixant des seuils maximum en France en 1977. Donc là, on parle d'une histoire qui a un siècle. Voilà. Comment se fait-il qu'on n'ait pas eu encore le grand procès de l'amiante en France ? C'est un véritable problème. Alors, cela dit, Mme Berthelin-Geoffroy... Il travaille, mais le problème, c'est que c'est un dossier tentaculaire, que pendant des années, rien n'a été fait. C'est-à-dire qu'on a laissé les plaintes des victimes, on s'en est pas occupé. Donc, on n'a pas voulu, mais on n'a pas voulu pourquoi ? Parce que ça met en cause des employeurs, ça met en cause l'État. Donc, bien évidemment, c'est pas un scandale où il y a 5-6 intervenants. C'est un scandale où il y a 10 ministres de la Santé successifs, autant de ministres du Travail, autant de ministres de l'Enseignement supérieur pour ce qui est des facultés ou des lycées. Bon, bref... plus tous les administratifs. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Si vous prenez le monde économique, toutes ces usines, plus l'État et tous ses représentants, c'est effectivement tentaculaire. Alors, en plus, il y a des problèmes juridiques. On a rajouté une loi qui fait qu'il y a prescription. Enfin, effectivement, on n'est pas très bien outillé juridiquement. Cela dit... Sur les incriminations, là, il y a quand même de quoi aller faire un procès au pénal, je pense, sans problème. Sylvie Topalov. Écoutez, les premières plaintes ont été déposées, je crois, en 1996. Depuis 1996, on peut dire que jusqu'en 2003-2004, pratiquement rien n'a été fait. Et des plaintes ont été déposées, je ne dis pas une plainte à Eternit de Valenciennes, une plainte contre Amisol à Clermont-Ferrand, à peu près... dans toute la France. Pratiquement rien n'a bougé. Puis, il y a ces décisions des pouvoirs publics, donc c'est quand même la raison pour laquelle je voulais dire tout à l'heure, on ne peut pas quand même tout à fait dire que rien n'a été fait. Il y a eu des avancées quand même pendant ces 10 ans. En septembre 2003, la décision est prise de créer un pôle santé publique à Paris, c'est-à-dire des magistrats qui sont spécialisés, qui sont assistés de médecins. Oui. Il y a une complexité scientifique dans ce dossier réel. La conscience du danger, à quel moment intervient-elle, qui fait... Bon. Donc, et en plus, comme le disait François Maly tout à l'heure, il y a une difficulté d'adaptation du code pénal à ce type d'atteinte à l'environnement et à l'intégrité physique. Donc, à partir de septembre 2003, la création de ce pôle santé publique, tous les dossiers d'amiante vont être réunis et confiés donc à Mme Berthelin-Geoffroy, qui incontestablement fait bouger les choses.
j'en veux pour preuve d'ailleurs, la mise en examen de médecins du travail, qui fait suite d'ailleurs à, je crois, une dizaine de mises en examen de personnes morales, de directeurs ou d'anciens directeurs de Ferro-Valeo. Les choses bougent. Mais c'est vrai que c'est un procès énorme. Alors, elle envisage et elle tient, et je comprends pourquoi, à ce que ce ne soit pas des procès séparés et que ce soit un seul et unique procès, puisqu'au fond, ça permettrait de remonter les chaînes de responsabilité, puisque les industriels s'abritent derrière la carence des pouvoirs publics, les pouvoirs publics disent c'est les industriels de l'amiante qui ne nous ont pas informés. Il faut qu'il y ait un procès global pour nous permettre de voir quelle est la chaîne de responsabilité. Est-ce que vous nous dites d'une certaine façon qu'on a au minimum un magistrat, un juge en ce moment, qui prend ce dossier assez au sérieux pour avancer doucement afin d'aboutir à quelque chose on va dire, le plus complet et démonstratif possible. Est-ce que c'est le sens de votre... Oui, c'est ce que je veux dire. Ce que je crains, et ce qui me semble dans les derniers déroulements du dossier, c'est qu'il y a manifestement quand même une carence au niveau de l'office central, enfin de la police et des gendarmes qui sont mis à sa disposition. Il y a quand même des moyens qui sont insuffisants par rapport à l'ampleur. Il y a quand même 30 plaintes contre 30 entreprises différentes. Donc le volume du dossier est absolument colossal. 30 plaintes contre 30 entreprises. 30 entreprises. Donc, il y a plus de plaintes que ça, mais ça vise 30 entreprises. Donc, le travail est énorme. Ça veut dire qu'il faudrait mettre à sa disposition un nombre d'OPJ extrêmement important. Je ne suis pas sûre que tous ces moyens soient mis en œuvre. En tout cas, la volonté du juge est certaine de voir ce procès avoir lieu et de façon globale, disons. Nous allons maintenant aborder la question de cette étude que l'on attendait sur la faculté de Jussieu. Pour la première fois, l'IVS et l'INSERM attestent de la mort de 5 personnes victimes d'une exposition passive à l'amiante. Tous étaient scientifiques et avaient travaillé durablement dans la faculté parisienne. Autrement dit, ils sont morts tout simplement parce qu'ils travaillaient à Jussieu. Reportage Laurence Deleur, Dominique Lemarchand. Ça, c'est mon papa qui, en 1972, qui exerçait son dangereux métier de chercheur. C'est l'un des 5 scientifiques victimes de l'amiante à Jussieu. Daniel Pajot était paléontologue. Pendant près de 30 ans, il a travaillé dans cette faculté parisienne. À 68 ans, il en est mort. Comme l'explique son fils, le chercheur n'était pas en contact direct avec l'amiante, mais exposé passivement, de manière quotidienne. Il racontait que tous les matins, il devait essuyer de la poussière sur son bureau. C'était pas que de la poussière, en fait. C'était pas que de la poussière, c'était la poussière d'amiante. Donc les flocages des plafonds, etc. Mais il a vécu 30 ans là-dedans, sans trop se poser plus de questions que ça, sans trop avoir peur de ça. La famille a porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Pour elle, l'État savait et n'a rien fait pendant trop longtemps. C'est effarant. C'est effarant, ce manque de lucidité et cette mise en danger de la vie d'autrui qui s'est fait sciemment. Ça existait pour le sang contaminé, ça existait pour d'autres choses. On aura d'autres scandales de la même manière pour les hépatites, pour des choses comme ça, dans les années à venir, probablement. On ne sait pas non plus dans les maisons tous les risques sanitaires qu'on encourt. Pour vous, c'est aussi grave que l'affaire du sang contaminé, par exemple? Au niveau responsabilité politique, oui, je pense. Oui, et c'est pour ça qu'il est important que ce type de sujet soit médiatisé et puisse après aller devant la justice au pénal. Pour la première fois, une étude de l'INVS et de l'INSERM confirme l'existence de 5 cas de cancer de la plèvre à Jussieu, sans que ces personnes aient été exposées activement à l'amiante, comme des ouvriers par exemple. Face à ce constat scientifique alarmant, et 32 ans après les premières inquiétudes sur la dangerosité de l'université, la ministre de l'Enseignement supérieur l'assure, c'est un de ses dossiers prioritaires. Et plus personne, selon elle, ne serait en danger sur le campus. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun risque. Depuis 1996, des mesures ont été prises pour sécuriser l'ensemble des locaux. Donc il n'y a plus de risque ni à chercher, ni à enseigner, ni à étudier sur le campus de Jussieu. Néanmoins, il y a un désamiantage qui est en cours, qui doit se poursuivre, parce que les 5 chercheurs dont vous parlez sont effectivement morts d'avoir travaillé entre 10 et 35 ans sur le campus de Jussieu.
Il y a encore du personnel à Jussieu, mais les locaux ont été entièrement sécurisés et protégés. Les mesures de protection sont revues et expertisées chaque année de façon à ce que personne ne soit aujourd'hui en contact avec l'amiante. Des contrôles irréguliers et pas toujours suivis de mesures, rétorque le comité anti-amiante de l'université. Marie-Josée Voisin nous emmène dans les étages de l'un des bâtiments du campus. Le film plastique censé isoler le plafond s'est déchiré à certains endroits. Voilà, bon là on a un plastique décollé et on voit le faux plafond d'origine, donc avec des petits trous, sans écran de protection vis-à-vis de l'amiante. Ça montre que c'est du bricolage, quoi, tout simplement, et que c'était des mesures qui étaient prises pour durer 5 ans le temps des travaux, et ça fait 11 ans que ça dure. Le comité a dû faire interrompre certains travaux dans des locaux amiantés faute de protection suffisante. Mais il y a pire. Toute l'amiante n'avait pas été recouverte partout. On découvre maintenant des faux plafonds qui ne sont pas étanches à l'amiante. Pendant 10 ans, les personnels ont continué à vivre dans ces locaux non étanches à l'amiante. On sait qu'il y a de l'amiante à Jussieu depuis 1975. Ça fait 32 ans que ça dure. Et donc il serait un peu temps de prendre des mesures sérieuses et de prendre en considération la santé publique et de ne pas demander sans arrêt des prolongations de travaux et de mettre les personnels à l'abri. Jacques Chirac avait promis qu'il n'y aurait plus un seul étudiant sur le campus de Jussieu l'année d'après, c'était en 1996. Un plan de désamiantage était alors prévu, il devait durer 3 ans. Le gouvernement parle maintenant d'un chantier achevé en 2011, mais ici, personne n'y croit. Alors, on va revenir sur les détails concernant Jussieu, ça vous concerne, mais on a une question d'ordre général de téléspectateurs qui est la suivante. Je vous la pose à vous, Marcel Goldberg. À partir de quelle durée d'exposition à l'amiante risque-t-on de développer le mésothéliome? Est-ce qu'on a une réponse à ça? Non. Enfin, quand je dis non, de la manière dont vous avez formulé cette question, ce qui est admis à l'heure actuelle, c'est que le risque de développer un mésothéliome ou un cancer du poumon, enfin, est proportionnel à la quantité totale cumulée qu'on a inhalée. Autrement dit, c'est donc le résultante de l'intensité moyenne qu'il y a dans l'atmosphère et de la durée. Autrement dit, quelqu'un qui est exposé très fortement pendant 1 an a le même risque que quelqu'un qui est exposé 10 fois moins pendant 10 ans. Ça revient au même. Donc on ne peut pas donner une durée minimale. C'est un mélange des deux, quoi. Plus il y en a dans l'atmosphère, plus on en inhale, et plus on y reste longtemps. Donc on sait, on a beaucoup de données qui montrent que même des expositions brèves, alors quand on dit brève, c'est pas évident de définir, oui, mais 1 an, 2 ans, assez bref, mais à des niveaux très intenses, donne des cancers 30 à 40 ans après, ça c'est sûr. Donc vraiment, encore une fois, on ne peut pas dire que c'est une durée. Il faut tenir compte à la fois de la durée et de l'intensité du nombre de particules, du nombre de fibres d'amiante dans l'atmosphère. On se rend compte qu'il y a des paroles successives qui paraissent contradictoires, ne serait-ce que dans le reportage. C'est à la fois un fils de victime qui nous dit « Oh, il savait que l'amiante c'était dangereux, mais en même temps, il n'allait pas plaquer son boulot. » Et qui dit « Par ailleurs, aujourd'hui, il faut aller au pénal. Hein » Et puis ensuite, on a le ministre qui nous dit « Tout va bien à Jussieu, mais en même temps, il faut absolument qu'on continue les travaux. » Donc on est dans ce type d'articulation qui peut paraître difficile. Qu'est-ce qui se passe sur cette faculté, finalement, aujourd'hui? Et est-ce que vous pensez que, tout simplement, elle est dangereuse, Michel Parigot? Je crois en tout cas que les propos qui ont été tenus là, c'est-à-dire plus aucun risque à Jussieu depuis 1996, c'est des propos complètement irresponsables. Et on ne peut pas admettre qu'un ministre dise cela. Je veux dire, sur quel fondement peut-on dire cela? Donc ce qui est clair, c'est qu'en 1996, il y a eu des mesures de protection provisoire qui ont été prises pour une certaine durée, qui était de 3 ans, qui pouvait durer jusqu'à 5 ans. On a clairement diminué l'exposition à l'amiante à Jussieu. On a donc clairement diminué le risque. On n'a pas supprimé le risque. Et il est bien évident que ces mesures de protection provisoire, qui consistent essentiellement à coller des plastiques sur les faux plafonds, qui se décollent, qu'on recolle, qui se décollent, qu'on recolle, bon, alors on nous dit c'est vérifié chaque année.
Sauf que quand on prend les rapports en question, ça montre précisément qu'il y a plein de trucs qui sont décollés, que ça ne fonctionne pas, etc., etc. Et on retrouve année après année exactement les mêmes remarques, c'est-à-dire qu'on n'entretient pas. Donc on ne peut pas du tout dire qu'il n'y a pas de risque à Jussieu actuellement. Le risque a diminué, c'est clair, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Et effectivement, il y a une petite contradiction entre dire qu'il faut faire les travaux et dire qu'il n'y a pas de risque. Bien évidemment, chacun le comprend. Simplement, les travaux, on ne les fait pas vraiment. En 1996, il était effectivement prévu de faire les travaux en 3 ans et il était raisonnable en tout cas d'y arriver à le faire en 5 ans, il n'y avait absolument aucun problème. Maintenant, 11 ans après, on en a un tiers de terminé, un tiers en chantier et puis un bon gros tiers où il y a toujours l'amiante et où les gens sont toujours dedans. Puis-je vous demander pourquoi ? Je veux dire, quelle explication on donne généralement ? Voilà, comment se fait-il que ça n'avance pas plus vite ? C'est une question de moyens, de volonté ? On découvre des nouveaux endroits, je ne comprends pas très bien. Oui, je pense que de l'extérieur, c'est complètement incompréhensible. Voilà. C'est complètement incompréhensible, puisque à chaque fois, on dit on va le faire, et on va le faire très vite. J'ai repris, je m'étais amusé à reprendre des déclarations des responsables. Pour chaque année, entre 2001 et 2011, je peux trouver une déclaration d'un responsable qui dit le chantier va se terminer en telle année. C'est quand même extraordinaire. Donc on a des déclarations successives, on est dans le monde de la communication. Et ce qu'on fait, c'est tout autre chose. C'est-à-dire la santé publique là-dedans n'est pas du tout une priorité. C'est-à-dire on annonce ce qu'on fera, on met d'ailleurs des moyens, mais simplement les moyens sont utilisés à autre chose. C'est-à-dire on a construit beaucoup de bâtiments pour théoriquement reloger les gens qui étaient dans les parties amiantées, et on n'a pas relogé les gens qui étaient dans les parties amiantées. Il y avait même un rapport, il y a 2 ans, un rapport officiel, inspection des finances, etc., qui notait qu'on avait construit suffisamment de bâtiments pour enlever tous les gens qui étaient dans Jussieu. Sauf que les gens, ils sont toujours, et les bâtiments sont là. Donc, on utilise le chantier de Jussieu, c'est une forme de détournement. On l'utilise pour faire tout un tas d'autres choses qu'on n'arriverait pas à justifier directement. Ce qui ne veut pas dire que c'est des choses complètement injustifiées d'un point de vue universitaire ou d'un point de vue immobilier. Simplement, on utilise le désamiantage pour faire autre chose et pendant ce temps-là, on ne désamiante pas. Et on continue. Parce que Mme Pécresse, elle est en train de faire une demande de prorogation pour 3 ans supplémentaires. Parce qu'il y a aussi des textes réglementaires. Il y a un texte réglementaire de 2001 qui obligeait à faire les travaux dans un délai de 3 ans. Ça devait être terminé en 2004. En 2004, on a demandé une prorogation de 3 ans pour arriver à 2007. Et maintenant, on est en train de redemander une prorogation. Alors qu'on pourrait tout simplement évacuer les gens et faire les travaux. C'est aussi caricatural que ça, vous qui traînez dans ce dossier depuis si longtemps? Oui, non, mais l'affaire, pardonnez-moi, j'en ris, mais l'affaire de Jussieu, c'est quand on pense que depuis 1975, il y a de l'amiante à Jussieu, et quand on en est là en 2007, effectivement, c'est sidérant. Dans beaucoup de pays, on aurait fermé immédiatement, on aurait trouvé d'autres solutions. Et alors, en plus, il se trouve que Jussieu est sous l'œil vigilant de Michel Parigot, du comité anti-amiante, mais pensez à tous ces bâtiments où on désamiante n'importe comment, sans rien dire. Alors, quand je vois Jussieu se passer comme ça, quand on voit par exemple, on parlait tout à l'heure du centre hospitalier universitaire de Caen, un hôpital quand même, qui est un sarcophage dont les derniers étages sont bourrés d'amiante, on se dit, mais c'est pas possible. Moi, ce que je comprends pas, c'est le décalage entre... On a un scandale international quand il faut désamianter le Clémenceau. Oui, une de l'actualité de la planète. Et là, pour ce qui concerne la vie quotidienne de gens qui travaillent, même s'il y a des zones d'ombre, même si moi, on ne me fera jamais croire que les ministres veulent sciemment que les gens aillent tomber malades. On est tous d'accord. Voilà, on est tous d'accord. Il y a un décalage que je ne comprends pas. Si, le décalage, il est simple. Le Clémenceau, ça porte le pavillon français, ça vogue sur les océans, et puis il y a des traités internationaux. On ne peut pas faire n'importe quoi. La France les a signés. Dans le cas de Jussieu ou du CHU de Caen, ça reste une affaire franco-française. Et puis surtout, il y a toujours cette tendance à se dire, c'est quand même dépenser beaucoup d'argent pour potentiellement quelques victimes. Pardonnez-moi de parler comme ça, mais je pense qu'on se dit ça parce que ça coûte très cher de payer cette faute d'avoir utilisé l'amiante. Ça coûte très cher, donc on y va doucement. C'est mal organisé, ça prend du temps, et donc et ça coûte. Vous savez, c'est invisible comme chantier. Et il y a une chose que les élus détestent, c'est dépenser de l'argent pour des choses qui ne sont pas visibles. Nous allons partir maintenant en Haute-Corse, à Canaries, où fut longtemps installée et exploitée la plus grande mine d'amiante française. La poussière était telle que l'on parlait à l'époque d'enfer blanc, sans plus d'inquiétude d'ailleurs. À Canaries et dans la région, il y a de l'amiante absolument partout. Et on commence très simplement à se poser quelques questions tout à fait sérieuses. Reportage sur place, Nicolas Robida, Emmanuel Bach, Cécile Michard.
Ici, on est bien loin de la Corse des cartes postales. Cette friche industrielle, c'est une ancienne mine d'amiante, la plus importante de France. De 1930 à 1965, elle a permis de couvrir le quart des besoins nationaux pour cette fibre isolante. Dominique et Jean-Basile sont des anciens mineurs, des survivants. Beaucoup de leurs collègues sont décédés du mésothélium, le cancer de l'amiante. À l'époque, personne ne se doutait du danger. Blanc, bien sûr, on était blanc. Et la poussière, je vous ai dit tout à l'heure, c'était comme le brouillard, hein, vous voyez. C'est pire que ça. Vous aviez, là, vous aviez les tapis qui jetaient le stérile, que je vous ai dit à la mer. Bon, tout le long, hein, ça jetait de partout. Et quand il y avait du vent, ça dépend des vents, du vent d'ouest, sirocco, ça remontait dans l'usine, c'était tout blanc, vous la voyez même pas. D'ailleurs, ça s'appelait l'enfer blanc, ils avaient donné le nom de l'enfer blanc. L'amiante est restée à découvert aux alentours de la mine. Mais Canaries est loin d'être un cas isolé. La Haute-Corse est un important gisement amiantifère. La fibre affleure dans plus de 130 communes du département. Là, elles sont détachées de l'affleurement, hein, mais c'est des choses qu'on retrouve après en veine plus ou moins continue là, dans la roche, dans le fond noir que l'on a ici. Ces roches-là, d'une manière naturelle, et en particulier en l'absence de végétation, vont se trouver exposées aux conditions atmosphériques de pluie, de vent, de gel, etc., qui va continuer à altérer la roche. Et c'est un des phénomènes qui permet justement de libérer les fibres qui sont présentes dans cette roche. Et dans le village voisin, les poussières s'infiltrent partout. Dans cette école, un taux de 14 fibres par litre d'air a été relevé, 3 fois plus que la norme fixée par le Code de santé publique. Des tests ont été faits, des recherches. Il n'y a pas d'amiante introduit dans les matériaux. L'amiante se trouve à l'extérieur, les poussières d'amiante se trouvent à l'extérieur et elles sont introduites essentiellement par les semelles des chaussures. Seule mesure de prévention pour cette classe maternelle, un tapis d'eau pour se débarrasser des fibres cancérigènes. Une précaution qui a permis de revenir au taux normal. Mais selon une étude menée dans la région, l'impact sur la santé de cet amiante environnemental est manifeste. Le travail a mis en évidence dans le village de Murato, sur une zone amiantifère, une personne sur deux environ qui avait des plaques pleurales calcifiées bilatérales qui sont des signes d'asbestose environnementale. À l'inverse, dans le village de Vezzagne, je crois me souvenir, où il n'y a pas d'affleurement d'amiante, il y en avait à peu près 1 sur 10 qui avait ce type de signe radiologique. 5 fois plus de cas que la normale. Cependant, les patients sont moins gravement atteints que les travailleurs de l'amiante. Quand on a une complication, la complication gravissime qu'on connaît, le fameux mésothélium, cancer de la plèvre, quand il existe, il est aussi grave si l'origine est environnementale ou si elle est professionnelle. Mais il est, à mon sens, beaucoup moins fréquent lorsque l'origine est environnementale. Un risque mesuré donc tant que ces fibres naturelles sont simplement colportées par les vents. Elles deviennent beaucoup plus dangereuses quand elles sont libérées en grande quantité par des terrassements pour la construction de routes ou d'immeubles. Ce quartier de Bastia a vu le jour il y a une dizaine d'années, à flanc de montagne, une montagne amiantifère. À partir du moment où vous retrouvez dans l'atmosphère au quotidien, toute la journée, des taux atteignant 20 fibres longues, et que vous observez directement là sous vos yeux qu'il y a des écoles, qu'il y a un lycée, que des élèves, que des gens vivent, il y a à peu près une vingtaine de 20 000 personnes qui vivent ici, on peut se poser d'énormes questions sur la nocivité de ces fibres, et puis ce qui va surtout apparaître dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, compte tenu du temps de latence d'apparition de ces maladies. D'après une enquête des pouvoirs publics, aujourd'hui, un habitant de cette zone résidentielle de Bastia aurait autant de chances qu'un gros fumeur d'être atteint au cours de sa vie d'un cancer des bronches ou des poumons. Voilà, le dernier intervenant de ce reportage était un médecin du travail, ce qui prouve qu'il y en a qui font leur travail consciencieusement. Juste une question, Marcel Goldberg, puisque tout le monde est d'accord pour, on va dire, la notion de bombe à retardement, c'est-à-dire de dire qu'on va découvrir des malades de plus en plus fréquemment pendant une certaine période. Est-ce que les cancers et les maladies induites par l'amiante, on progresse pour les soigner, pour les traiter et pour les prendre en charge?
écoutez, je suis pas du tout un spécialiste des soins, enfin de la thérapeutique. Malheureusement, enfin, il y a beaucoup de recherches en cours hein, pour essayer d'améliorer ces traitements. Malheureusement, pour l'instant, vraiment, ni pour le cancer du poumon, ni pour le mésothéliome de la plèvre, on a encore de traitements efficaces. Hein. On est encore malheureusement, ça reste 2 cancers qui sont de pronostics extrêmement sombres. Et voilà. Et à l'heure actuelle, je pense qu'on n'a pas d'espoir immédiat de trouver un traitement véritablement efficace. Mais je voudrais revenir quand même sur cette situation corse. Ouais. Il y a une situation tout à fait identique en Nouvelle-Calédonie aussi. Il ne faut pas l'oublier, bien que ce soit un petit peu loin. Et effectivement, ce sont des affleurements naturels. Et les cas corse et les cas de mésothéliome en Corse, on les connaît depuis très longtemps. Ça a été publié, ça fait 20 ans qu'on publie ça, c'est pas tout à fait nouveau. Et quand même, les niveaux d'exposition qu'on trouve un peu loin de ça sont pas extrêmement élevés. Je crois que vraiment les populations... Il y a des endroits précis où qu'on connaît assez bien, je crois, et c'est encore une fois la même chose en Nouvelle-Calédonie, où là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour se protéger. Il ne faut pas croire que tout le nord de la Corse est un endroit... Pour faire simple, à chaque fois qu'il y a une bonne grosse bourrasque dans cette région, voilà, on a le droit de respirer. Vous, l'épidémiologiste, ça vous panique pas? Non, cette forme-là, non. Non, il y a des endroits où véritablement, d'ailleurs on l'a bien vu dans le reportage, hein, il y a des affleurements naturels qui dégagent des fibres, et en plus une variété d'amiante qui est particulièrement méchante, hein, qu'on appelle la trémolyse, enfin peu importe son nom, qui est particulièrement... mais c'est très localisé, et je pense qu'il n'y a pas de risque majeur en dehors de la proximité immédiate de ces affleurements. Michel Parigot? Oui, mais le risque important, c'est le risque quand on fait des choses, c'est-à-dire quand on bâtit, quand on fait du terrassement, quand on fait des routes, etc., etc. Et là, il y a un véritable problème. Il faudrait prendre un certain nombre de mesures de précaution. Les artisans qui ont fait nos maisons et nos immeubles et qui sont aujourd'hui à la retraite, ils sont les premiers concernés par ce que vous décrivez ce soir. Ah bah oui. Oui, mais c'est eux qui, encore une fois, c'est le plus grand nombre de cas de cancer liés à l'amiante, c'est chez des artisans ou salariés d'ailleurs, enfin je veux dire, des personnes qui font ce type de travaux-là parce que... Les professionnels du bâtiment qui ont pris leur retraite ces dernières années. Plus de la moitié des cas de cancer liés à l'amiante sont dans des professions du bâtiment. L'originalité de la situation en Corse, c'est que l'amiante, elle est aussi dans le sol. Et donc, quand on fait tout... Il y a en plus de l'aspect bâtiment, il y a l'aspect terrassement, route, etc. Et les précautions qu'on ne prend pas, parce que on a une très bonne réglementation en France. Le problème, c'est qu'elle n'est pas vraiment appliquée. Donc, le problème de l'amiante, c'est pas seulement un problème du passé. C'est encore un problème actuel, c'est un problème en Corse, mais c'est aussi un problème dans les bâtiments actuellement sur notre territoire. Sylvie Topalov. Oui, je voulais revenir sur les soins, enfin, quels sont les espoirs de guérison de ces pathologies. Il y a beaucoup de recherches, effectivement, qui sont effectuées, mais je voudrais quand même insister sur un aspect. Ce mésothéliome dont on parlait, qui est une maladie donc quasi exclusivement due à l'inhalation de poussière d'amiante. Il faut quand même savoir que c'est une des pathologies cancéreuses les plus douloureuses et... sans vouloir affoler les gens, mais c'est une réalité dont l'issue est fatale à 2 ans. C'est-à-dire que c'est un cancer tout à fait particulier, dans ce sens qui vous fait terriblement souffrir, et où c'est quasiment une date de mort annoncée. Moi, j'ai encore le souvenir d'un client qui était avec son papier millimétré et qui me disait, là, vous voyez, j'en suis là, et je vais là. C'est ça. C'est pas seulement, j'allais dire, c'est pas seulement un cancer, c'est épouvantable de dire des choses comme ça. Mais il y a une spécificité. Tous les cancers ne sont pas égaux. Tous les cancers ne sont pas égaux. Qu'à 60 ans, on peut tous mourir d'un cancer, mais que ce cancer-là, quand avec cette douleur-là, avec cette issue-là, quand on sait qu'en plus, il est dû à la négligence des hommes, on peut comprendre que ça suscite une colère chez le malade, chez la famille, et que les compensations financières qu'on a réussi à obtenir au bout d'années de lutte, la création du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, qui sont l'allocation de départ anticipé de la retraite, qui sont des progrès incontestables depuis ces 12 dernières années, et bien finalement ne répondent pas tout à fait au sentiment de justice
Bien sûr, c'était important de réparer, bien sûr, c'était important de compenser. De surcroît, parce que nous avions affaire à des populations très démunies. Oui. J'ai encore le souvenir d'une femme qui avait perdu son mari en 1982. Il avait 42 ans, elle avait 5 enfants à charge, il était mort d'un mésothélium. Aucun médecin, en 82, c'est-à-dire 6 ans après l'inscription du mésothélium sur le tableau des maladies professionnelles, aucun médecin ne lui avait dit qu'elle pouvait souscrire une déclaration de maladie professionnelle, qu'elle avait des droits. La Caisse de sécurité sociale ne lui avait pas dit non plus, alors qu'elle a une obligation de conseil à l'égard des victimes, qu'elle pouvait engager la responsabilité de l'employeur, demander la reconnaissance de la faute inexcusable et obtenir la majoration de sa rente. Aujourd'hui, ceci a bougé, mais, si vous permettez, cette question de la réparation par rapport au procès pénal qu'on examinait tout à l'heure, cette question de la réparation, je crois que nous avons raté une occasion. Si vous permettez que je m'explique. La réparation était fondamentale, compte tenu du type de population auquel nous avions affaire. Il était important de dire que des industriels étaient à l'origine des maladies qui étaient survenues et que des fautes inexcusables, le mot était fort, avaient été commis et que des dommages et intérêts étaient dus à ces familles. Mais le résultat de tout ça, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui, et c'est à peine croyable, c'est que ça n'a pratiquement rien coûté aux responsables de l'amiante. Et je vais vous donner un chiffre qui est tellement invraisemblable. Et après, on passe aux questions SMS. Voilà, Eternit, qui est un des grands fabricants, transformateurs de l'amiante depuis le début du siècle. Au travers des fautes inexcusables que nous avons engagées, l'initiative des victimes, pour des raisons qu'il est un petit peu complexe d'expliquer, des questions de procédure, s'est vu restituer par la Caisse, par la branche accident du travail, maladie professionnelle de la sécurité sociale, une restitution, un dégrèvement d'1 538 000 € en 2003. Donc, quand on parle de compensation, c'est bien, mais il faut que ce soit celui qui est responsable qui paye. Et quand c'est la branche accident du travail, maladie professionnelle, c'est-à-dire que c'est la collectivité et donc les PME qui vont payer pour les responsables. On marche sur la tête. Ouais, on marche sur la tête, et en plus, non seulement ça leur coûte rien, mais ça leur rapporte. Ce qui rend la chose incompréhensible pour les gens. Et après, on se dit, mais pourquoi cette demande de pénalité, pourquoi cette demande de procès pénal? Je veux absolument qu'on prenne quelques questions SMS et Internet. Personne ne veut croire que les syndicats n'étaient pas au courant. Pourquoi n'ont-ils rien fait et rien dit plus tôt? Et j'allais dire, est-ce que ça correspond à la réalité, François Mali? Les syndicats, sauf Force ouvrière, siégeaient au CPA, au comité permanent amiante. Donc, alors, il y avait différentes logiques. La CGT disait qu'ils étaient contre la politique de la chaise vide. Il y avait ce chantage à l'emploi, ce dialogue social de l'époque aussi, les années 82-83. C'était une autre époque, la gauche était au pouvoir, on n'était plus dans la période contestataire des années 70, mais les syndicats étaient parfaitement au courant. Et d'ailleurs, sur le terrain, dans les différentes usines, il y avait des consignes qui étaient clairement de ne pas affoler les ouvriers avec l'amiante. Donc ils étaient au courant, on ne peut pas dire le contraire. Quid du silence de l'inspection du travail? Comment vous percevez et comprenez ça? Répond qui veut. Pareil, il y avait l'inspection du travail, et notamment tous ceux qui étaient chargés d'inspecter la médecine du travail, c'était géré par le ministère du Travail, et là c'était l'omerta totale, avec des gens qui étaient relativement d'accord pour continuer à laisser faire, mais qui étaient complètement endormis aussi par le discours des industriels, consistant à dire que tout ça n'était pas dangereux, et surtout que tout ça était sous contrôle. Moi, dans les très nombreux dossiers que j'ai eu à traiter, j'ai trouvé un seul cas d'intervention d'un ingénieur conseil de la sécurité de la Caisse régionale d'assurance maladie. C'est que la CRAM est chargée de la politique de prévention. Une fois, en 79, à Eternit, je trouve la trace d'une mise en demeure d'un inspecteur du travail. Cette mise en demeure de cet ingénieur de sécurité est hallucinante. Il décrit des conditions de travail. On ne se voit pas à 1 mètre, dit-il. Les gens travaillent dans un nuage de poussière, crochettent les sacs d'amiante qui sont en toile d'amiante, respirent l'amiante. Il fait une mise en demeure, 2 mises en demeure, 3 mises en demeure qui ne sont pas suivies des faits. C'est, moi, le seul cas... Alors, il y a eu des interventions d'inspecteurs du travail.
certaines qui n'ont pas été suivies d'effet, mais par exemple, les ingénieurs de sécurité dont c'est le métier, je n'ai trouvé pour ma part trace que d'une seule intervention. Non, je pense qu'il y en a eu un tout petit peu plus, mais néanmoins, c'est vrai qu'on a... Mais je crois qu'il faut resituer le débat, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure à propos de la médecine du travail, mais d'une façon très générale. En France, on a une législation qui fait que tout ce qui concerne la santé au travail, d'une façon générale, pas uniquement l'amiante, est en fait géré par les employeurs. L'État a entièrement délégué aux employeurs. Tout le système est géré dans un système paritaire où siègent des représentants des employeurs et des représentants des syndicats. Et c'est eux qui... Alors c'est l'État qui officiellement réglemente, mais en réalité, tous les dossiers, tout se discute entre partenaires sociaux. L'État... D'ailleurs, l'État a été condamné dans l'affaire de l'amiante pour justement n'avoir pas été suffisamment présent. Hein. Et y compris la médecine du travail, tout cela est géré de facto par l'employeur. Quand on dit paritaire, c'est-à-dire qu'il y a les représentants des employeurs, et c'est là, mais paritaire, ça veut dire que les représentants des employeurs sont toujours consensuels et qu'il suffit d'un syndicat en face pour avoir la majorité. Et donc, toutes les instances nationales, la caisse, le conseil de la branche accident de maladie professionnelle, est présidé par un représentant des employeurs. Le directeur, on a dit tout à l'heure qu'un médecin du travail était sous contrat par l'employeur. Quand il travaille dans un service interentreprise, réglementairement, le directeur est un représentant des employeurs. Donc on est dans ce système-là qui explique très largement, je crois, cet abandon un peu généralisé d'intérêt pour tout ça. Pardonnez-moi, que devient l'amiante récupérée dans les bâtiments? Qu'en fait-on? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est très strictement contrôlé. Soit on est obligé de les enfouir dans des décharges de déchets ultimes, de classe numéro 1. Puis il y a une autre méthode qui a été mise au point par une filiale d'EDF qui consiste à inerter, c'est-à-dire à brûler l'amiante à 800 000 degrés. Et en faire des soubassements de route, ensuite, c'est vitrifié, quoi. Je pose la question autrement, est-ce qu'on a appris à se passer de l'amiante? Est-ce qu'on peut dire ce soir au moins? Parce que ça donne d'autant plus, je dirais, l'évaluation du scandale. Prenez le Danemark. Le Danemark, en 82, interdit l'amiante. Le Danemark n'est pas tombé en faillite économique. Il y avait d'autres procédés. Et d'ailleurs, certains procédés ont même été inventés par les Français. Ces procédés, c'était de la fibre d'orange. Enfin bon, il y avait plein d'autres choses qui existaient. Et d'ailleurs, le jour où on a interdit l'amiante, les usines d'amiante en France ont mis en place une autre chaîne dans le bâtiment et elles ont tourné avec de la fibre de cellulose ou autre chose. Bien sûr, parce que les mêmes sociétés étaient capables de faire les deux. Mais les mêmes en même temps pour l'exportation. Et pour l'exportation, de toute façon. Pendant qu'ils travaillaient de l'amiante pour la France. Donc le discours qui consistait à dire... oui, vous comprenez, on n'arrête pas l'amiante parce qu'il n'y a pas de produit de substitution, ils n'ont pas été testés. C'était totalement faux. Et alors, je reviens à l'État, à l'inspection du travail, à tout ça. C'est vrai qu'on a délégué aux employeurs, mais enfin c'est une faute, parce que ça ne devrait pas s'appeler l'inspection du travail. Dans ces cas-là, tous les Français imaginent que l'inspection du travail, c'est un truc plutôt géré par l'État. Enfin, je sais pas, mais l'inspection du travail est gérée par l'État. Mais de fait, on a laissé tout ça, mais surtout, je trouve que on a vraiment manqué de curiosité, parce que quand il suffisait aux industriels de dire non, ça n'existe pas, il suffisait de donner 3 coups de téléphone à l'étranger, et puis de pouvoir leur rétorquer non, ça existe. Quelles leçons l'État tire-t-il de ces scandales de santé publique? Est-ce que vous trouvez qu'on évolue là-dessus, Sylvie Topalov? Je voulais plus... Si vous permettez... J'insiste, je veux qu'on prenne en charge cette question. Alors si vous voulez y répondre, vous, allez-y. Je crois qu'on a tiré des leçons. Ouais. Je veux dire, on a tiré des leçons de l'affaire du sang contaminé, on a tiré des leçons de l'amiante, on a maintenant un certain nombre d'agences qui s'occupent des questions de santé, mais je pense qu'on n'a pas tiré toutes les leçons. Et il y en a une, moi, sur laquelle j'insiste, mais que j'insiste toujours, c'est le fait qu'en France, on a une réglementation, mais le fait d'avoir une réglementation ne dit pas que cette réglementation est appliquée. Et on n'a pas véritablement de système de contrôle, ni de système de sanctions derrière. Parce que quand vous prenez le problème de l'amiante dans les bâtiments, les sanctions derrière, quand on ne respecte pas, elles sont inexistantes. Complètement inexistante, ce qui fait qu'on peut ne pas respecter la réglementation dans des grands bâtiments. On prenait le CHU de Caen, etc. Pourquoi dire le CHU de Caen, on devait, le 23e étage du CHU de Caen, où il y a de l'amiante partout par terre, etc. Enfin, il y a un an où les gens continuaient à nager dedans. En 1997, il y avait une obligation de faire des travaux dans un délai d'1 an. Ça n'a pas été fait et il ne se passe rien. Personne n'est sanctionné. Donc, je pense sur ce plan-là, on n'a pas pris
la mesure des problèmes et on n'a pas tiré toutes les conséquences. Une phrase. Une phrase. Il existe aujourd'hui un délit qui s'appelle la mise en danger d'autrui. Oui. Et que nous devrions, me semble-t-il, plus utiliser, nous qui défendons les victimes, puisque ce type de comportement, par exemple, avant même que ne survienne le dommage, peut être incriminé dans la mesure où on a simplement, en ne respectant pas les délais qui étaient impartis pour faire les travaux, mis en danger la santé d'autrui. Je crois qu'il faut se servir de ce type d'incrimination. N'y a-t-il pas encore de l'amiante dans les convecteurs et les grille-pains électriques? Normalement, non. Ça a été interdit depuis très longtemps. C'est difficile. Marcel Goldberg fait non. Je ne crois pas non plus. Quand même, c'est vrai que je suis vraiment d'accord avec ce que dit Michel Parigot. Fondamentalement, on a mis en place un certain nombre de dispositifs, la réparation, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'Institut de veille sanitaire qui maintenant fait beaucoup de choses, etc. Néanmoins, la médecine du travail, par exemple, dont on a parlé plusieurs fois, n'a changé que de façon absolument cosmétique. Oui, alors que dans d'autres pays, on a des dispositifs tout à fait différents qui rendent les gens qui font ce métier-là indépendants des employeurs. En France, on n'y touche pas, on continue à ne pas y toucher. On réforme petit à petit en laissant les choses totalement à l'État. Et il y a une autre chose qui n'a pas changé. Moi, quand je fais des enquêtes sur les pesticides, enfin dans d'autres domaines, on s'aperçoit que le mental des gens qui répondent est exactement le même. C'était dangereux en 77 aux États-Unis. Oui, mais en France, vous comprenez, on n'a pas changé. Et puis alors, quand on dit amiante, alors là, on entend un craquement dans la tête des gens, et ils se disent oui, bon, ben d'accord, on va voir. Mais mentalement, je veux dire, dans leur façon de procéder, c'est toujours les mêmes qui dirigent le système. Désolé de le dire, à l'agriculture, c'est l'agroalimentaire, et à l'industrie, c'est les industriels. Quid de l'amiante aujourd'hui? Je travaille tous les jours avec de l'amiante, sans protection, et je touche des primes pour ça. Ça, c'est pas bien du tout. J'aimerais bien savoir où travaille le monsieur. Bah écoutez, il rentre, puisqu'il lui vous identifie, s'il le veut, il peut rentrer en contact avec vous au journal Le Point. Qu'en est-il de la fibre de verre que l'on nous pousse à utiliser pour l'isolation des maisons? Bon, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus parce que bien entendu, si on substitue l'amiante par et d'ailleurs ça a été un des grands arguments des producteurs d'amiante de dire on substitue quelque chose. Les Canadiens disaient ça, enfin les producteurs d'amiante, en dire on substitue quelque chose qui n'est pas si méchant que ça. Oui, ça donne un petit peu de cancer, mais enfin on comprend bien par des choses dont on ne sait pas du tout. Non, c'est pas vrai. On sait beaucoup de choses. Il y a des très grandes études épidémiologiques qui sont faites depuis très très longtemps en Amérique du Nord, en Europe. Bon, on ne peut pas absolument exclure qu'il y ait des dangers cancérogènes, mais vraisemblablement non. Vraisemblablement non. De très grosses études qui ont été faites, il ne semble pas qu'il y ait de risque cancérogène pour la grande majorité de ces fibres. Il y a certaines variantes, certaines variétés, mais qui sont quand même d'usage extrêmement limité. Parce que celle d'aujourd'hui est terminée et je vous remercie les uns et les autres d'y avoir participé. Vous pouvez nous retrouver vers 22h30 sur le câble satellite, la TNT et la DSL et on vous fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro de C'est dans l'air. Bonne soirée.